Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le principe du Russian Doll Caching, ou le cache en poupée russe. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, les poupées russes, ce sont ces petites poupées en bois, et lorsque l'on les ouvre à l'intérieur, on a une poupée un petit peu plus petite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le principe de ce cache, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un élément qui va être en cache, qui va lui-même contenir d'autres petits éléments qui seront en cache, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une technique que j'ai découverte pour la première fois sur un article concernant Basecamp où ils expliquent comment ils ont optimisé les choses. Donc dans leur cas, ça fonctionne avec Ruby on Rails, donc c'est relativement facile à mettre en place sur Ruby on Rails, mais je me demandais est-ce qu'on peut faire la même chose sur du code PHP. Donc du coup, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment on peut mettre en place cette pratique-là sur du code PHP. Donc avant de la mettre en place, un petit point sur son fonctionnement. Le principe du Russian Doll Caching, c'est de se dire on va mettre en cache des fragments de pages qui sont réutilisés à plusieurs endroits. Par exemple, ici, j'ai ce bloc tutoriel qui est réutilisé à cet endroit-là et qui est réutilisé aussi à cet endroit-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que la première fois où j'en ai besoin, je vais le mettre en cache. Comme ça, les prochaines fois que quelqu'un aura besoin d'afficher ce tutoriel-là, plutôt que de devoir refaire appel à la base de données pour récupérer des champs ou des choses comme ça, je vais pouvoir le récupérer depuis le cache. Le problème que l'on a souvent lorsque l'on parle de cache, c'est l'invalidation. Comment invalider de manière automatique les informations? Donc le principe est assez marrant, c'est qu'ils vont utiliser la date de dernière modification du contenu. Et c'est cette date-là qui va servir de clé pour le cache. Donc lorsque l'on met en cache des informations, en général, ça fonctionne de la manière suivante. On va utiliser notre classe de cache et on va faire un set. Et on va lui dire, pour la clé, je vais stocker par exemple cette valeur-là. La fois suivante, je vais faire directement un cache de .get et je vais lui dire j'ai besoin de récupérer la valeur que tu as stockée en cache. Donc ça c'est le principe de base. Le problème c'est que si je me dis par exemple je stocke en cache le tutoriel numéro 3 et après je le réaffiche. Le truc c'est que je vais devoir être capable de déterminer à quel moment ce tutoriel numéro 3 a été mis à jour et ça c'est pas du tout pratique à faire. L'invalidation de cache c'est toujours un enfer. Donc l'astuce du Russian Doll Caching c'est de se dire attends, t'embête pas, tu vas mettre un timestamp qui est la date de dernière modification de l'article. Donc la première fois, il va dire est-ce que j'ai un cache pour cet article-là? Il va dire non, je n'ai pas de cache, donc je vais faire un set et je vais mettre ça en cache. La prochaine fois que j'essaie d'afficher cet article, je l'ai déjà en cache, du coup je te raffiche salut directement. Si plus tard dans le back-office, je me dis tiens, je mets à jour l'article. Et alors ça serait plutôt 98 et le timestamp change. La prochaine fois, il va dire est-ce que tu as quelque chose en cache pour ce timestamp-là? Et il va dire non, je n'ai rien. Et du coup, il va refaire le set et ensuite, ça va rechanger le cache. Alors là, on peut se dire ok. Le problème de ta technique, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas stocker des choses en cache. Et au bout d'un moment, ton serveur, il va plus avoir de mémoire et ça va péter. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser des technologies telles que Redis ou même Cached qui vont permettre d'invalider de manière automatique les clés. C'est-à-dire que Memcache et Redis vont stocker, et au bout d'un moment, ils vont arriver à saturation. Lorsqu'ils arrivent à saturation, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une politique interne qui s'appelle la politique LRU, pour Least Recently Used. Donc globalement, ça veut dire qu'ils suppriment la clé la moins utilisée, donc la dernière qui a été appelée. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de l'invalidation, il va s'en soucier pour vous. Et du coup, vous n'avez rien à faire. Et comme ça, on va pouvoir mettre en cache des blocs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir englober d'autres blocs qui sont en cache avec un bloc plus grand qui lui aussi sera en cache. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors pour cette vidéo, j'ai déjà écrit un petit script PHP, je pense que vous allez partir de la même chose. J'ai globalement juste un listing d'articles, rien de plus, rien de moins. J'ai utilisé un framework, mais ça n'a absolument aucune importance ici. Le but, c'est d'écrire un code que l'on va pouvoir adapter à n'importe quoi. Pour bien suivre cette vidéo, il faut déjà que vous soyez à l'aise avec les principes de programmation orientée objet, que vous soyez à l'aise avec Composer, et globalement, c'est tout. Ouais. Et peut-être si vous connaissez Memcache ou Redis, c'est encore mieux. Si vous ne connaissez pas ça, commencez par ça avant d'attaquer la vidéo parce que je ne vais pas forcément revenir sur ces étapes-là. Donc au niveau de ma base de données, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. J'ai mes articles et à l'intérieur, je sauvegarde l'ID, logique, le nom de l'article, le contenu, n'importe quoi, et j'ai un champ updated at. Ce champ permet de savoir la date de dernière modification du contenu. C'est ce champ-là qui est important pour déterminer la clé du cache. Et ensuite, lorsque je veux mettre en cache l'élément qui correspond à ce poste-là, je vais lui donner une clé du style post _l'id _ la date de dernière modification. Voilà, donc le principe c'est ça.
Donc sur du Ruby, ça ressemble à ça. Alors je vous montre du code, c'est juste à titre informatif, mais globalement on dit, bon ben, je veux mettre un cache pour cet enregistrement-là, et voilà le code qui va être mis en cache. Et je me suis dit, punaise, c'est vraiment pratique, est-ce qu'on pourrait pas essayer de reproduire ça en PHP? Donc on va avoir notre code PHP qui ressemble à ça. Globalement, j'ai ici une div, et à l'intérieur, je récupère mes différents articles en faisant une requête à ma base de données, et pour mes différents articles, j'affiche mon code HTML. Et à un moment donné, par exemple, je récupère en plus une catégorie. Donc le problème de ce code ici, c'est que suivant le framework que vous utilisez, on a le problème de n+1, c'est-à-dire que pour afficher 4 articles, il va faire 5 requêtes. Une requête pour afficher les 4 articles, et ensuite une requête par article pour récupérer les catégories associées. Donc le problème, c'est que si jamais vous avez 10 articles, ça va faire 11 requêtes. Donc c'est un problème que la plupart des frameworks permettent de remédier en modifiant directement notre système, en disant par exemple, je veux que tu charges les catégories à l'avance. Si je fais ça, le système passe automatiquement à seulement 2 requêtes. Une première où il récupère les articles et une seconde où il récupère les catégories. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois il fait ces requêtes-là. On n'a pas besoin de tout ça. Dans ce premier temps, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, cette méthode-là, elle est plus pratique parce qu'elle permet d'obtenir 2 requêtes. Mais on va revenir en arrière et vous allez voir que la première méthode n'est pas si mal que ça, en fait. Hop, de se dire, je fais les requêtes au niveau de la vue. Donc là, dit tel quel, ça engendre le problème. C'est-à-dire que je fais appel à la table catégorie seulement quand j'en ai besoin. Du coup, ça génère ce problème de requêtes multiples. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, je vais mettre en cache cet article-là. Je réfléchis un petit peu comment je peux faire au niveau du code HTML. Donc ma première optique, c'était de me dire, j'ai pas trop le choix. Je vais créer une classe qui va s'appeler par exemple cache, et je vais dire, est-ce que l'élément est en cache? Donc, par exemple, is cached, et je vais prendre l'article en question. Et ça, je vais mettre une condition. Est-ce que mon article est caché et stocké en mémoire? Si l'article est caché, dans ce cas-là, je vais directement afficher le résultat en faisant un echo de cached get pour l'article en question. Sinon, else, hop, je vais faire tout ce code-là et après, le résultat de ce code-là, je vais aussi devoir le stocker en cache. Donc ça m'oblige à faire un OB start et un OB get. Et là, ça devient trop bordélique. Mon but, c'est d'avoir un système de cache facile à mettre en place. Si je dois m'emmerder autant, ça ne vaut pas la peine. Donc j'ai réfléchi, et l'avantage, c'est que la solution est arrivée avec PHP 5.3 qui a apporté les closures. Les closures permettent de simplifier le code. On peut écrire le code de cette manière-là. Cache, on l'appellerait get par exemple. On lui donnerait donc en paramètre l'article, et en second paramètre, je lui passerai une closure. Donc une closure, c'est une fonction anonyme. Comme ceci, et je ferme mon PHP. Donc, tout ce code-là va se retrouver dans ma closure. Et à la fin, je le ferme, comme ceci. Attention cependant, le problème des closures, c'est que si je l'écris comme ça, lorsque je vais essayer d'accéder à post, il va me dire je ne le connais pas. Parce que dans une closure, on est dans un endroit où il n'y a pas de variable. Donc j'ai besoin de lui transvaser les variables qui sont utilisées à l'intérieur. Donc c'est un petit inconvénient qui, pour le moment, ne peut pas être contourné. C'est un problème de PHP. On ne peut pas avoir des fonctions qui connaissent automatiquement le contexte externe. Voilà, donc si je fais ça, mon code est relativement simple à mettre en place. Parce que dès que je veux mettre en place du cache, il me suffit juste d'entourer mon code de ces 2 lignes-là. Beaucoup plus simple que de faire des ifs et des choses comme ça. Donc maintenant, il faut que j'implémente cette classe cache. Donc cette classe de cache, je vais la mettre dans un namespace que je vais appeler GraphiCart pour ne pas la mélanger avec le reste de mon code. Donc je vais maintenant créer le fichier PHP qui correspond à cette classe-là. Donc je vais le mettre à la racine. Je vais l'appeler GraphiCart et ça va s'appeler cache.php. Donc à l'intérieur, je précise que je suis dans le namespace GraphiCart. Et après, je crée ma classe cache. À l'intérieur de ma classe, je vais créer une première fonction. Alors ça va être statique que je vais appeler get. Alors mon but, c'est d'arriver au résultat le plus rapidement possible, pas forcément de faire le maximum d'abstraction avec des interfaces, des choses comme ça. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Donc cette fonction prend 2 paramètres. En premier paramètre, ce sera la clé. Et en second paramètre, ce sera ma closure. Donc là, je vais dire que c'est un élément de type callable. Et je vais l'appeler callback. Voilà, donc j'écris juste ça et je reformate mon code histoire qu'il corresponde bien au PSR. Donc si je fais ça et que j'actualise, j'ai une petite erreur de ponctuation, ça ne va pas marcher parce qu'il va me dire qu'il ne trouve pas la classe GraphiCart/cache. Donc je vais modifier mon composer.json et lui dire de faire un autoloader pour le PSR4 en lui disant que le namespace GraphiCart se trouve
dans le dossier GraphicArt. Voilà, tout simplement. On pourrait faire un namespace différent, là c'est juste histoire de ne pas mélanger avec mon code actuel. Une fois que j'ai fait cette modification-là, je fais un coup de composer dump-autoload pour mettre à jour l'autoloader. Si je réactualise la page, ça refonctionne. Par contre, tout en bas, je ne vois rien. Maintenant, il va falloir que je fasse le code de ma petite fonction de cache. Alors, pour l'instant, on va faire quelque chose de très simple. On va se contenter d'appeler la closure qui est passée en paramètre. Si je fais ça, ça va régénérer mon code HTML. Mais maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre en place mon cache. Donc la première chose, c'est d'obtenir la clé du cache. Donc la clé, on va pouvoir l'obtenir à partir de ce qui est passé en paramètre ici. Donc pour la clé, on avait dit qu'on voulait quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous allez devoir adapter suivant le framework ou l'ORM que vous utilisez. Donc moi, la clé, c'est un objet de type Eloquent Model, vu que j'utilise Laravel. Donc je vais d'abord vérifier, est-ce que ça correspond bien à ce type-là. Donc on va faire un isE. Est-ce que ma clé, c'est un élément de type, c'était modèle, de ce type-là. Je ne veux pas faire un use, je veux directement le mettre ici. Pour éviter les problèmes, si jamais je veux utiliser cette classe en dehors de Laravel, je vais mettre ça entre double quotes. Je vais juste analyser par rapport à la chaîne de caractères. Et je vais mettre des anti-slash pour pas qu'il merde. Donc là, en fait, je lui demande, est-ce que cette variable est une instance de cette classe-là? Si c'est une instance de cette classe-là, alors je peux générer la clé en disant que la clé, ça sera le nom de la classe, donc getClass de key, suivi d'un underscore, suivi de l'id. Donc l'id, je ferai key, id. Donc là, je me dis que key, c'est pas terrible comme nom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ça. Et je vais l'appeler plutôt record, comme enregistrement, c'est plus logique. Donc ensuite, je mets un underscore, et après, je mets record, et je récupère la date de dernière modification, updated at, et ça, je le veux au format timestamp. Donc là, c'est spécifique à mon application, vous vous adaptez suivant votre cas. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais faire ici un var_dump de la clé. Donc du coup, la clé, je vais la sauvegarder dans une variable que je vais appeler key, comme ceci. Donc je vais réactualiser ma page et je vois que ça me donne app_post underscore l'id et underscore le timestamp. Donc impeccable, je vais juste enlever le d ici. Ce que je vais faire peut-être sur le getClass, je vais faire un string replace et en retirer les anti-slash pour éviter les éventuels problèmes que je pourrais avoir. Comme ça, et remplacer par des underscores. Voilà. Là, je vérifie juste que mon mode de génération de la clé est bon. Impeccable. Donc maintenant, j'ai une clé pour mon cache. Donc le problème que je rencontre maintenant, c'est que j'ai besoin de stocker en mémoire. Donc j'ai besoin d'une autre classe pour stocker les informations et les récupérer. Donc un truc qui fonctionnerait comme ça, en faisant cache get et cache set. Donc l'approche de faire une classe statique peut paraître intéressante au premier abord, mais c'est problématique. Ce que j'aimerais bien faire, c'est créer un constructeur. Et ce constructeur prendra en paramètre une instance qui serait le système de cache que je veux utiliser. Donc par exemple, si je veux utiliser Redis, je pourrais lui passer Redis Cache, qui serait notre librairie. Si je veux utiliser Memcache, je pourrais faire Memcache, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cette variable-là, j'ai besoin d'être sûr à 100% qu'elle a à la fois une méthode get et une méthode set. Donc pour m'assurer de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une interface en faisant, ici j'attends une instance qui implémente ma cache interface que je vais créer juste après. Et là, je vais l'appeler cache. Une fois que j'ai cette variable-là, je vais la mettre en variable publique en faisant this cache égale cache, enfin variable d'instance. Et ça, je vais la déclarer en privé, private cache. Voilà. Donc lorsque je souhaiterais utiliser mon cache dans ma vue, je ferai d'abord, j'initialiserai la variable. Donc, par exemple, là, je le fais à l'arrache, mais on pourrait imaginer de le faire dans un service provider ou autre, suivant le type de framework que vous utilisez. Donc, je ferai un cache égale new cache. Et après, en paramètre, je lui passerai par exemple le Redis adaptateur ou n'importe quoi qui serait la classe de cache. Donc, cette interface, je vais la créer. Donc, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler cache interface. Et ça va être une sorte de modèle pour dire comment je veux que fonctionne ma classe de cache.
Donc ça va être très simple. Je vais faire... Donc je vais d'abord préciser que je suis dans le namespace GraphicArt. Je vais ensuite lui dire j'ai une interface qui s'appelle cache-interface. Et je vais déclarer mes différentes méthodes. Donc j'attends à ce qu'il y ait une méthode publique qui s'appelle get, qui permet d'obtenir, qui prendra en premier paramètre une clé et en second paramètre une valeur. Et ensuite, je m'attends à avoir une autre fonction qui s'appelle set. Alors, hop, le get juste prendra une clé et pas de valeur. Et c'est le set qui prend une clé et une valeur. Voilà, j'ai juste déclaré une interface. Donc ça, c'est mon modèle, entre guillemets, pour mon système. Donc maintenant que l'on a notre interface, on va créer une nouvelle classe qui va l'implémenter, qui sera une implémentation de la classe. Donc on va l'appeler fileCache, par exemple, filecache.php. Donc cette classe, on va préciser qu'on est dans le namespace GraphicArt. Hop, on va créer la classe fileCache et on va préciser qu'elle implémente notre interface, cache interface. Donc là, j'utilise PHP Storm qui tout de suite me le souligne en rouge et me dit non, pour que ça réponde, il faut que tu implémentes ces deux fonctions-là. Donc là, on va faire quelque chose de très très simple. On va juste s'imaginer qu'il stocke dans un dossier qui est juste à côté, là, qu'on va appeler TMP. C'est juste pour l'exemple, les informations. Donc lorsque je veux récupérer une clé, il fait un file underscore get underscore contents hop, il prend le dossier parent, puis il rajoute /tmp / le nom de la clé. Voilà. Et lorsque l'on veut citer des informations, on va tout simplement faire un file underscore put underscore contents. Alors peut-être sur le get, il y avait un file, ouais, il y avait un s. Et ensuite, on va stocker la valeur. Voilà, donc là, vraiment, mon truc est super simple. Donc lorsque j'utilise dans ma vue mon système de cache, ou lorsque je veux le faire n'importe où, lorsque je veux créer mon cache, j'ai juste à faire maintenant un $cache égale new graphicart anti/cache et je lui passe en paramètre une instance du file cache. Voilà. Ça me permettra plus tard, si je veux remplacer par un autre adaptateur, je pourrais le faire très simplement et on le fera juste après. Et ensuite, lorsque je souhaite utiliser mon cache, je fais cache. Hop. Et là, on va plutôt l'appeler cache, tout simplement. Voilà. Et du coup, j'ai modifié dans ma classe cache cette méthode-là. Donc maintenant que j'ai mon instance de cache, j'ai juste à faire, est-ce que j'ai dans mon cache, donc c'est vis cache get la clé. Si j'ai la clé, dans ce cas-là, je ferai un echo de vis cache get key. Donc là, je me dis, tu te répètes, tu fais deux fois ça, deux fois l'accès à la clé, ce qui n'est pas idéal. Donc je vais faire value égale ça. Si value, dans ce cas-là, je fais un echo de value. Sinon, else, je vais appeler le callable, mais je vais stocker les informations en mémoire. Donc je vais faire un ob start. J'arrête le flux, je fais un callable, je récupère le contenu en faisant value égale ob underscore get underscore clean. Ensuite, je sauvegarde ces informations dans mon cache en faisant un vis cache set et je lui passe en paramètre la clé et ensuite la valeur. Et je me dis, je peux optimiser ça en faisant if différent de value. Dans ce cas-là, je fais tout ce bordel. Et sinon, ou dans tous les cas, je fais un echo de value. Voilà, ça me permet d'économiser une ligne. Et cette fonction, on avait dit, c'est maintenant une méthode d'instance. Ce n'est plus une méthode statique. Voilà à quoi ressemble mon petit code. Si j'actualise, je tombe sur une erreur parce que le file get content ne fonctionne pas. Effectivement, ça ne marche pas. Donc c'est tout à fait normal parce que le file get content renvoie une erreur si le fichier n'existe pas. Donc je vais mettre return. Alors, if différent de file underscore exist, j'ai besoin de récupérer ce fichier. Donc je vois que je commence à me répéter. Je vais le répéter 3 fois ce truc-là. Donc je vais l'appeler public, alors pas public, private function get file path pour la clé. Et ce que je vais faire, c'est hop, récupérer tout ce truc-là. Return ce truc-là. Et là, j'ai plus qu'à faire un coup de vis get file path et je lui passe en paramètre la clé. Moi, j'essaie juste d'optimiser légèrement mon code pour éviter de me répéter et surtout d'éviter de refaire 10 fois la même erreur. Voilà.
et du coup je fais un file exist. Donc si le fichier existe, bah, tu fais un file getContent et bah, tu returnes le file getContent, tu dois retourner le contenu. Sinon bah, ça veut dire qu'il y a eu un problème et dans ce cas là tu fais un return false. Voilà. Et ici j'ai inversé, c'est si le fichier existe je fais ça, sinon je return false et je n'oublie pas le point virgule ici. Si maintenant je réactualise la page, ben la première fois il va générer le code et la seconde fois il va réutiliser le cache. Ce qui fait que si je regarde mes requêtes qui sont exécutées, je vois qu'ici il n'y a qu'une seule requête qui a été faite. Donc au niveau de mon dossier TMP, il a créé un fichier de cache qui correspond. Si j'ai besoin maintenant de mettre à jour un article par exemple, donc je vais aller sur la partie base de données, je vais récupérer l'article, le premier article. Et cet article-là, je me dis, bah tiens, je vais le mettre à jour. Donc je change sa date de updated at. Et je mets, bon, par exemple, à 1h du matin, parce que j'ai veillé, et je vais l'appeler mon premier article super. Ben, automatiquement, la clé va changer, vu que la date updated at a changé, et du coup, il va régénérer le cache, mais seulement pour cet article-là. Si j'actualise, je vois que mon premier article s'appelle maintenant mon premier article super, et au niveau des requêtes SQL, il a juste récupéré la catégorie pour ce nouvel article. Les autres, eux, sont bien restés en cache. Alors le problème de cette méthode-là, c'est que si on ne fait rien, ce dossier, vous le devinez, il va devenir énorme, parce que le cache ne s'invalide pas. Donc c'est le gros problème du cache fichier. En plus d'être très peu optimisé en termes de performance, ça obligerait à faire tourner un cron pour effacer les vieux fichiers. Pas du tout pratique. Donc ce que l'on peut utiliser, c'est utiliser un système de cache dédié. Par exemple, on peut utiliser soit Redis, soit Memcache. Alors Memcache, c'est un outil qui globalement est destiné, comme son nom l'indique, au cache et qui invalide automatiquement. Maintenant, on peut utiliser Redis à la place qui utilise la même politique. On peut le configurer comme un serveur de cache. Donc Redis, c'est un truc très très simple. Globalement, c'est une base de données clé-valeur. Et dans sa configuration, je passe rapidement dessus, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo plus complète sur Redis. Mais globalement, dans la configuration, on peut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il atteint le max de mémoire. Et une des politiques qu'il peut adopter, c'est la politique LRU, pour List Recently Used. Donc globalement, ça veut dire j'enregistre. Au bout d'un moment, j'arrive à saturation. Ce que je fais, c'est que je prends la clé la moins utilisée. Donc la clé l'a utilisée il y a très très longtemps, et je l'efface, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on n'a pas à se soucier de notre côté de l'invalidation de cache, c'est Redis qui s'en occupe pour nous. Donc c'est tout simplement génial. Donc pour utiliser Redis avec PHP, j'ai cherché un petit peu à droite et à gauche, et alors si je vais sur Packagist, la librairie qui m'a semblé la plus potable, c'est Predis. Elle a beaucoup de téléchargements, et elle a l'air de correspondre un petit peu à mes besoins. Donc c'est une librairie en plus qui est simple à utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de Composer Require pour télécharger cette librairie-là. Donc hop, je quitte et je fais un coup de Composer Require Predis /Predis. Ce que je vais faire pendant qu'il télécharge ça, c'est que je vais du coup changer mon interface. Je vais créer une nouvelle classe qui va implémenter mon interface qui va s'appeler Redis Cache. Donc l'avantage d'avoir créé une interface, c'est que je peux créer comme ça plusieurs adapteurs pour mon cache sans avoir quoi que ce soit à modifier. Donc là, je fais hop, namespace GraphicArt. Je crée ensuite ma classe que je vais appeler Redis Cache. Cette classe, elle va implémenter de l'interface qui est cache interface. Et tout de suite, l'IDE va me dire il y a une erreur et je peux implémenter ces deux méthodes-là. Donc au niveau du constructeur, je vais lui demander de générer le client. Donc je pourrais l'adapter plus tard pour faire un constructeur un petit peu plus propre. Mais là, ce qu'il va faire, c'est juste créer une variable d'instance en faisant this redis égale new client. Et je vais prendre le client Predis. Alors hop, c'est pas ça. Voilà, c'est cette classe-là. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le fonctionnement de Redis, je vous invite tout simplement à aller sur le compte GitHub. Et je rajoute ça en variable privée. Donc maintenant, au niveau de ma fonction get, j'ai juste à utiliser le client en faisant this redis set get plutôt, et je récupère la clé. Et ça, je le return directement. Ensuite, de la même façon, je fais un return de this redis set la clé, la valeur.
Voilà, c'est relativement simple à implémenter. Alors par défaut, mon Redis, je l'ai juste installé et lancé. J'ai rien de plus à configurer parce que j'utilise le port par défaut et le host, c'est localhost. Donc j'ai rien de plus à faire. Au niveau de ma vue, au niveau de mon framework, entre guillemets, lorsque j'initialise ma classe de cache, je vais l'initialiser avec Redis Cache plutôt qu'avec File Cache. Voilà. Donc maintenant, si je réactualise ma page, hop, c'est ici. Donc je réactualise ma page, je vois que ça fait 5 requêtes, je réactualise et il utilise Redis et ça n'en fait plus qu'une. Si je mets à jour le champ updated at, automatiquement il mettra en cache que le morceau. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut imbriquer le cache et c'est là qu'apparaît le côté Russiandol, le côté poupée russe. Je peux dire, je vais entourer tout ce cache-là. Alors là, je vais essayer de mettre des tabulations pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. C'est le problème des IDE, à force on a des barres partout et hop, c'est le bordel. C'est comme ça. Je vais entourer tout ce code-là en disant, je vais prendre la date du dernier tutoriel. Donc en faisant par exemple, je veux le cache pour le dernier tutoriel. Donc là, ça serait un truc post et je l'appellerai la fonction last updated. Et en second paramètre, je lui place la fameuse closure en faisant function, use, et je lui transvase les différentes variables dont il a besoin. Donc il va avoir besoin du cache et il va aussi avoir besoin des posts. Donc tout le reste, je le tabule un cran et je ferme mon petit cache. Voilà comment ça va fonctionner de manière générale. Voilà, et hop, je n'oublie pas de fermer ici. Donc cette méthode lastUpdated, je dois la créer. Donc là, hop, ça va être dans mon modèle post. Donc là, ça va être propre au framework que j'utilise. Je crée une fonction statique, public function, alors public static function, lastUpdated. Et là, ça ferait tout simplement un return de self, ça récupérerait les articles organisés par updated at, et ça récupérerait le premier. Voilà. Et après, le cache s'occuperait du reste. Donc si j'actualise la page, je vois que ça s'embrouille un petit peu les pinceaux. Pourquoi? Parce que ici, l'ID de cet article-là sera le même que le premier que j'avais dans ma liste, ce qui n'est pas du tout idéal. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir faire des clés un petit peu plus complexes que seulement un enregistrement. Donc passer par exemple un tableau, ça serait post avec un S, suivi du dernier article. Et là, par contre, je veux laisser la clé que l'on avait mis par défaut. Si je fais ça, il va un petit peu planter, parce qu'il va se dire, là, au niveau de la clé, dans ma classe cache, toi, tu m'avais dit que tu attendais juste un objet. Donc on va lui dire, on a plusieurs conditions à faire. Donc là, on va séparer notre code dans une autre méthode qu'on va appeler public function hkey. Je ne suis pas du tout inspiré pour les noms. Et on va lui passer un paramètre, ça serait plus enregistrement, mais ça serait keys. Voilà. Donc là, je renomme ça en keys. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre plein de conditions ici. Et là, la clé, j'aurais juste à faire key égale this hkeys. Je réalise qu'avec un S, c'est mieux. Et je lui passe en paramètre les clés. Et ici, je vais aussi créer une autre fonction. Alors, je la crée en privé, private function hkey, qui elle, juste une clé. Voilà, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc ça, on va l'appeler en private. Donc hkey, c'est à l'intérieur que je vais mettre ça. Donc si c'est un enregistrement, ça marche bien. Sinon, c'est que c'est une chaîne de caractères. Et dans ce cas-là, je return directement key. Sinon, je return, un string replace. Et là, ce n'est plus record, mais c'était directement key. Au niveau de cette fonction-là, je vais vérifier est-ce que keys est un tableau. If is underscore array keys. Si c'est un tableau, je vais devoir itérer sur tous les tableaux. Sinon, je return directement un this hkey de ma clé. Si c'est un tableau, je vais créer une variable que je vais appeler key, qui sera une chaîne de caractères. Ensuite, je vais parcourir toutes mes clés, for each keys as $key. Alors là, je me méfie parce que key c'est déjà pris, donc je vais l'appeler k. Et ici, ce que je vais faire, alors je me dis que key, ça serait plus logique de créer un tableau. Hop, comme ceci. Et à cet endroit-là, je mets array underscore push. Je passe en paramètre le tableau key. Et en second paramètre, je lui passe un this hkey. Donc je hash l'élément qui était dans le tableau et je lui passe en paramètre la clé. Et à la fin, je return un implode et on va imploder par des virgules de mon tableau qui contient la liste des clés.
Donc voilà comment ça va fonctionner. Si maintenant je réactualise la page, alors il me dit il y a une petite erreur ligne 22. Hop, 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 hop. Ouais, c'est ici, c'est keys avec un S. Si j'avais écouté mon IDE qui soulignait tout en rouge, je m'en serais rendu compte. Donc là, je vois automatiquement qu'il récupère la liste des articles. Qu'est-ce que ça fait au niveau de Redis? Au niveau de Redis, je me retrouve avec les enregistrements comme ça. Donc là, on a les clés qui correspondent au code HTML de chaque petit bloc. Et là, on a le bloc principal qui contient l'ensemble des blocs. Si maintenant je viens à modifier un seul de ces articles, il y a deux caches qui seraient automatiquement invalidés. Le cache qui entoure tous les articles et ensuite le cache automatiquement de celui que j'ai envie de mettre à jour. Du coup, lorsque je mets à jour un article, ça invalide pas tous les caches, ça invalide juste ce qui est bon. Donc le truc, c'est qu'effectivement, au premier abord, on peut se dire, ouais, mais le code que tu as écrit ici, si je vide tous les enregistrements Redis, hop, automatiquement, au début, c'est un petit peu con parce que tu vas te retrouver à faire un nombre de requêtes qui est quand même important. Mais ce nombre de requêtes important, et même s'il est redondant ici, me permet ensuite d'avoir vraiment un code qui est optimisé parce que la prochaine fois ici où il y a besoin de récupérer juste le dernier article, pour afficher globalement ma home page, il a juste besoin de ça. Et je peux même optimiser en me disant, là, lorsque je veux récupérer cette clé-là, j'ai pas besoin de tous les champs, j'ai juste besoin de faire un select sur l'ID et sur le champ updated at. Voilà, et hop. Comme ça, j'ai vraiment la requête minimum. Et c'est exactement la même méthode que j'utilise. C'est-à-dire que là, le cache qui contient... Donc là, toute cette page est en cache. La clé du cache, elle est composée du dernier tutoriel qui a été posté, sachant que les tutoriels sont aussi utilisés pour les formations. Donc ensuite, ce bloc-là, il dépend de l'idée du tutoriel, donc il s'appelle last underscore je sais pas quoi. Les formations, il dépend du dernier tutoriel qui a été posté, tout dépend de cette valeur-là. Donc dès qu'un tutoriel a été mis à jour, automatiquement ça s'update correctement. Si on regarde la page d'un tutoriel, ce qui se passe, c'est que tout ce bloc-là, il dépend de la date du tutoriel. Ce bloc-là, enfin, hop, c'est jusqu'à là, je crois. Il dépend de la date de la dernière mise à jour du tutoriel. Ce bloc-là, il dépend de la date de mise à jour du dernier commentaire. Le contenu et tout ce qui est à droite dépend de la date de mise à jour du tutoriel. Et pour la partie commentaire, c'est rafraîchi et c'est mis à jour à chaque fois qu'un nouveau commentaire est posté. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage avec le système que l'on a écrit, c'est qu'on a le contrôle total sur l'expiration. C'est la modification de cette clé-là qui va réengendrer une modification du cache. Et l'avantage, vous le voyez, c'est que c'est quelque chose que l'on peut implémenter très facilement dans un code déjà existant. On crée notre système de cache quelque part, donc on peut le faire dans un service provider ou dans une fonction Bootstrap ou où vous voulez. Vous pouvez même vous créer une petite fonction cache, un petit helper qui s'appellerait cache, qui à l'intérieur ferait ce truc là et après on a juste à entourer notre code. Le seul inconvénient que l'on a et que pour l'instant je n'ai pas trouvé d'alternative, c'est d'avoir ces use là. On est obligé de transvaser parce que sinon il n'a pas accès au contexte et il ne trouve pas ces variables là. Mais l'avantage, c'est que maintenant vous pouvez mettre en cache différents morceaux. Par exemple, si jamais je me dis je veux que quand une catégorie soit modifiée, ça mette à jour les infos, je peux aussi imaginer avoir un truc comme ça. C'est pas optimal, mais voilà. Donc après, il faut faire très attention à comment vous mettez à jour ce champ updated at. Par exemple, dans le cas de GraphiCart, dès qu'un commentaire est posté, updated at est mis à jour, ce qui invalide automatiquement tous les caches, ce qui permet dans les pages où il y a le nombre de commentaires qui est affiché, ce qui n'est pas le cas ici, de mettre à jour ça. Et c'est encore plus flagrant vraiment sur le forum où là on a vraiment beaucoup de choses et des vieux forums ou des vieux trucs qui ne sont pas mis à jour, ça ne sert à rien de faire plein de requêtes. Donc après, c'est à vous d'adapter cette librairie là. Donc voilà, là je crois avoir fait le tour de ce truc-là. Donc ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est véritablement le fonctionnement. Comment on peut mettre en place ce principe de Russian Doll caching et de fragment caching, donc de cacher des morceaux de notre page très simplement. Donc ça marche très bien avec des frameworks et des ORM qui font les choses en deux temps. Si je prends le cas de Laravel, mais ça marche aussi avec Cake et Symfony, l'avantage c'est que vous pouvez lui envoyer comme ça des sortes de query builder. Et ces query builders ne font pas les requêtes SQL et vous les envoyez à la vue. Et c'est la vue qui va déclencher la requête SQL en faisant un get ou un all. L'avantage, c'est que suivant que le cache s'active ou non, ça va faire ou non ces requêtes-là. Ce qui permet véritablement d'avoir une bonne séparation des contenus et une bonne optimisation. Donc la classe que j'ai créée et que je vous ai montré, le but c'était véritablement de vous donner une piste. Je ne la mettrai pas sur GitHub parce que je ne juge pas le code suffisamment intéressant et
poussé pour valoir le coup. Mais si jamais vous avez envie de créer une librairie à partir de ce code-là et de cette idée-là, ben, n'hésitez pas, vous avez mon accord, il n'y a pas de souci. Pas la peine de venir me le demander. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne suis pas parti dans tous les sens, et du coup je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!